Bonjour, donc pour faire une petite récapitulation de ce que j'ai parlé précédemment concernant, j'ai parlé grosso modo de l'Empire des Plantagenets et j'avais mis l'accent sur Henri Plantagenet, j'avais mis l'accent sur comment qu'elle s'appelle déjà? J'ai toujours un problème avec son nom. Éléonore d'Aquitaine. J'ai aussi parlé du fils d'Éléonore d'Aquitaine, qui est Richard Cœur de Lion. Je vais faire une petite récapitulation de l'Empire Plantagenet. Ben, non pas de tout l'Empire Plantagenet, mais de la période dont moi j'ai parlé. Donc, l'Empire Plantagenet, Geoffroy V compte en 1131 jusqu'à 1151 est surnommé Plantagenet, car il porte un chapeau orné d'une branche de genêt, qui s'appelait à l'époque Genest, okay? Et non pas Gene accent grave, accent circonflexe T. Au nom de son époux, Geoffrey revendique le trône d'Angleterre et annexe le duché de Normandie en 1144, Normandie qui a été conquérie par ce qu'on appelait les Vikings. J'ai parlé des Vikings sur ma chaîne aussi, mais tu sais que quand on regarde le nombre de gens souscrits à ma chaîne, disons que il n'y a pas énormément de gens qui s'intéressent à l'histoire de nos ancêtres. Fait que, tant pis pour eux autres. Ensuite de ça, en 1152, Henri Plantagenet, fils de Geoffroy V et de Mathilde, épouse Éléonore d'Aquitaine, qui vient de divorcer du roi de France Louis VII. Le domaine du comte qui comprend déjà l'Anjou, le Maine, la Touraine et la Normandie s'étend au Poitou, au Périgord, au Limousin, à l'Angoumois, à la Saintonge et à la Gascogne. La suzeraineté est accordée sur l'Auvergne et le comté de Toulouse. En 1153, Henri oblige Étienne de Blois, alors roi d'Angleterre, à le reconnaître comme son successeur. Henri II est couronné roi d'Angleterre en 1154 et règne alors sur ce que l'on appelle l'Empire anglo-angevin, entre guillemets. Angevin pour les Plantagenets. Okay. Beaucoup plus puissant que le roi capétien de France. Cependant, les Capétiens finissent par expulser les Plantagenets en utilisant les lois féodales complexes, les troubles familiaux au sein de la dynastie Plantagenet, il y en avait plein, et les aspirations locales des provinces incluses de force dans l'Empire Plantagenet. Le fils et successeur d'Henri II, Richard Cœur de Lion, est tué à Chalus en 1199. Son frère, je comprends pas que il s'appelle John Lackland, bon, c'est ça. Son frère, John Lackland, traître et intriguant, lui succède. Jean enlève Isabelle d'Angoulême, fiancée au comte de Marche, et l'épouse à Chinon le 30 août 1200. Les barons de Poitou se plaignent et Jean est convoqué à la cour royale de Paris. Comme Jean refuse de venir à Paris, le roi de France, Philippe Auguste, confisque toutes ses possessions françaises. Philippe Auguste réalise cette confiscation en s'emparant de Chinon en 1205. En 1213, Jean met en place une coalition germano-anglaise qui est défaite en 1214 à La Roche-aux-Moines près d'Angers. Le traité de Chinon, 18 septembre 1214, officialise la défaite de Jean qui meurt 2 ans plus tard.
maintenant, je vais faire d'autres traductions de liens intéressants. J'essaie juste de terminer par lequel que je vais commencer. Bon, celui-là, il est très court, fait qu'on va le faire tout de suite. La fleur de lys est également connue sous le nom de lys mérovingien. La fleur de lys à 3 pointes. Alors, c'est un symbole mérovingien. Était un symbole très sacré de la déesse Junon, mère de dieu de la guerre, du dieu de la guerre Mars, utilisé par les premiers Gaulois. Pardon. Quand je disais précédemment que la fleur de lys est un symbole très ancien, mais on retourne jusqu'aux premiers Gaulois, et la puissante dynastie franque salienne qui a régné sur la France de 481 à 751 environ et qui a continué à représenter la France par les Normands. Utilisée dans de nombreuses autres armoiries européennes au cours du Moyen Âge, la fleur de lys avait également des connotations martiales et religieuses. L'Église catholique romaine a décrété qu'elle devait être l'emblème de la Vierge Marie et donc symboliser la lignée sacrée ou sang Graal, tandis que les 3 pétales de sa fleur sont censés représenter non seulement la Sainte Trinité, mais aussi les valeurs chrétiennes de la foi, de la sagesse et de la chasteté. Jeanne d'Arc portait la fleur de lys sur son drapeau lorsqu'elle chevauchait avec ses troupes françaises vers la victoire au combat, tandis que les militaires interprètent, dis-je, souvent sa forme comme celle d'un fer de lance droit et orné, indiquant la puissance, la force redoutable et la force brute. Et maintenant, je vais, quand je dis faire la traduction, je fais ce qu'on appelle l'interprétation. Donc, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo de mes sources d'informations anglaises. Voilà. L'origine de la fleur de lys a été débattue pendant des siècles. Il existe plusieurs questions interdépendantes Questions interdépendantes se posent à propos de la fleur de lys. Quelle est l'origine du motif que nous connaissons sous ce nom? Quelle est son ancienneté et quand a-t-elle été adoptée pour la première fois par les rois de France? Pourquoi l'ont-ils adoptée? Qu'est-ce qu'une fleur de lys, c'est-à-dire à quelle fleur ou à quel objet réel correspond-elle? D'où vient le nom lui-même? Cet article apporte des réponses et des pistes. Mon opinion personnelle est la suivante, dit l'auteur. Moi, je ne fais que la traduction. Le motif est présent dans de nombreux endroits, bien avant l'époque héraldique, aussi loin que la Mésopotamie. Il s'agit essentiellement d'une fleur stylisée comme élément décoratif et a été associée au fil du temps à la royauté, en particulier au Haut Moyen Âge. En tant que charge héraldique, elle date du 12e siècle, comme je vais dire qu'elle va être utilisée par le roi de France Philippe II, 1180 à 1214, avec certitude, peut-être déjà par son père Louis VII, 1137 à 1180. Au minimum, les armes d'azur aux semis de fleurs de lys d'or sont associées à des rois français à partir de 1200. La fleur de lys en tant qu'emblème par opposition à la charge héraldique apparaît sur les pièces de monnaie et sur les sceaux depuis le 10e siècle au moins. Typiquement, elle forme l'extrémité d'un sceptre ou d'une décoration d'un sceptre ou orne le bord d'une couronne ou encore est tenue surdimensionnée par le roi et en même temps qu'un sceptre par le roi. Ok.
Je me répète. Il y a donc au 11e et 12e siècle une forte association avec la souveraineté royale. Associée. OK. En fait, les pièces de l'empereur Frédéric Ier de le voir tenir un tel cep. De plus, à supposer qu'elle soit déjà appelée fleur de lys à l'époque, la fleur de lys avait une sorte de connotation religieuse, déjà appelée fleur. Ok. Notamment avec la Vierge Marie et plus tard au 14e siècle avec la Trinité. Sceau de Philippe II Auguste, roi de France, 1180. Légende. Philippus Dei Gratia Francorum Rex, tiré de la banque d'images Karim du ministère français de la culture. Ce qu'il est, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, fait que tu vas pouvoir voir l'image en question. Ce qu'il est, ou ce qu'il était à l'origine, fait l'objet d'un vif débat. J'écarte toutes les origines non comme fantaisiste. Il s'agit bien d'une fleur stylisée, mais laquelle? Elle ressemble plus à un iris qu'à un lys. De plus, les lys ne sont jamais jaunes à l'état sauvage, alors que certains iris le sont. Y aurait-il eu une confusion entre les deux fleurs? Le mot lys apparaît en français en 1150, alors que le mot iris désigne la fleur dans les pays anglo-saxons. Au XIIIe siècle, la fleur de lys en français a été utilisée pour désigner le lys et l'iris. Le terme fleur de lys au sens héraldique est attesté en 1225. Je vais aller fermer mes portes parce qu'il mouille. Autant il faisait chaud, maintenant il fait plutôt froid. Une confusion semble peu plausible. Par contre, une hypothèse émise au XVIIe siècle me semble très plausible. Une espèce d'iris sauvage, Iris pseudacorus, yellow flag en anglais. Pseudacorus, ok? D'iris pseudacorus. Est jaune et pousse dans les marais. En parenthèse, le champ d'azur pour l'eau. Son nom en allemand est, là, je ne prends pas la peine de le traduire, pas de le traduire, mais de le prononcer, ça risque d'être massacré. Mais Liège s'écrivait aussi L-I-E-S et L-E-Y-S en anglais. Au Moyen Âge, il est facile d'imaginer que, dans le nord de la France, je vais l'épeler, L-I-E-S-C-H-B-L-U-M-E aurait été appelée fleur de lys. Cela expliquerait le nom et l'origine formelle du dessin en tant que drapeau jaune stylisé. Une légende fantaisiste concernant Clovis relie explicitement le drapeau jaune aux armoiries françaises. Cette théorie a pour avantage que le drapeau jaune est également appelé flambe ou flamme en vieux français, ce qui le relie très bien à l'oriflamme. Les armoiries françaises. Comme nous le verrons plus loin,
Ils étaient d'azur au semis de fleurs de lys depuis 1200 ou peut-être même 1700, 1170-1180. Ils ont été changés en azur, 3 fleurs de lys, ou en 1376 par ordre de Charles V le Sage. On dit parfois que c'était pour contrarier le roi d'Angleterre qui portait trimestriellement la France ancienne et l'Angleterre, et pour différencier la France de l'Angleterre et différencier les armes de France de celles revendiquées par l'Angleterre. Je suis à peu près certain que les armoiries de la France étaient représentées avec 3 fleurs de lys avant cela, et peut-être même avant la guerre de Cent Ans, pour des raisons esthétiques, mais c'est une idée intéressante. Pastoureau sur la fleur de lys. Voici une traduction libre de la traduction de Michel Pastoureau. Traité héraldique, Paris, 1979. Citation. L'utilisation à des fins ornementales ou symboliques de la fleur stylisée, généralement appelée fleur de lys, est commune à toutes les époques et à toutes les civilisations. C'est un thème essentiellement graphique que l'on retrouve sur les cylindres mésopotamiens, les bas-reliefs égyptiens, les poteries mycéniennes, les textiles sassanides, les pièces de monnaie gauloises, les pièces de monnaie mamelouques, des vêtements indonésiens, les emblèmes japonais, etc. Et les totems Dogon. Les nombreux auteurs qui ont abordé le sujet s'accordent pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir graphiquement avec le lys. Mais ils ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il dérive de l'iris, du genêt, du lotus ou de l'hermine, ou encore s'il représente un trident, une pointe de flèche, une double hache ou même une hache d'armes, ou encore une colombe ou un pigeon. Il s'agit à notre avis d'un problème de peu d'importance. L'essentiel est qu'il s'agit d'une figure très stylisée, probablement une fleur très stylisée, qui a été utilisée comme ornement ou emblème par presque toutes les civilisations de l'Ancien et du Nouveau Monde. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, bien entendu. Le lien d'origine anglaise. Les plus anciens exemples connus de fleurs de lys semblables à celles utilisées dans le monde occidental médiéval et à l'époque moderne se trouvent sur des bas-reliefs assyriens médiéval occidental. Ok. Je répète. Les plus anciens exemples connus de fleurs de lys semblables à celles utilisées par le monde occidental médiéval et à l'époque moderne, se trouvent sur des bas-reliefs assyriens du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Hey, ça recule loin, hein? Elles figurent sur des diadèmes, des colliers, des sceptres, et semblent déjà jouer un rôle de symbole royal, d'attribut royal, se trouver un peu plus tard en Crète, en Inde et en Égypte, ont probablement une signification similaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je ne sais pas si ça se traduit. En anglais, c'est numismatics, ok? Je ne sais pas si ça se traduit
numismatique en français. Okay? La première fois de ma vie que je vois ce mot-là. On va supposer que c'est le cas. Okay? En numismatique, puis on vérifiera, je mettrai dans le lien de la description si c'est un autre mot. On retrouve la fleur de lys sur quelques pièces grecques et sur plusieurs pièces romaines de la République, marque des magistrats monétaires ou de l'Empire, attribut de l'espérance et surtout en Gaule. Donc surtout sur les pièces gauloises. Le livre présente 3 pièces. Une pièce gauloise, 1er siècle après Jésus-Christ, une pièce mamelouque, 1390, et une pièce de Louis IV de France, 1110 à 1130, qui présente toute une fleur de lys indéniable, au moins la moitié supérieure de l'une d'entre elles et la moitié inférieure de l'autre, ainsi qu'une pièce de Louis VI de France. Au moins la moitié supérieure de l'une d'elles et une sorte de triangle dans la moitié inférieure. Attendu que dans les monnaies grecques et romaines, il s'agit d'un fleuron de forme variable. Dans les monnaies celtiques, il s'agit d'une véritable fleur héraldique. Telle qu'elle réapparaît au XIIIe siècle. Désolée. Tout en conservant sa valeur d'attribut royal, la fleur de lys s'acquiert au Moyen Âge une forte signification christique issue, entre autres, du célèbre verset du Cantique des Cantiques 2.1. Là, c'est en latin. Ego flos campi et lilium convallium, maintes fois répété et commenté de Saint Jérôme à Saint Bernard. Il n'est donc pas rare jusqu'à la fin du XIIe siècle de voir le Christ représenté au milieu du lys ou de fleurons plus ou moins stylisés, dont le dessin pouvait aussi rappeler la trinité du Chrismon, entre parenthèses, monogramme du Christ. Chrismon, c'est la première fois que je vois ce mot-là. C'est le mot anglais original. Et puis, je vais vérifier par la suite. S'il y a quelque chose, je le mets dans la description de la vidéo. Puis, lentement, à ce contenu christique s'ajoute une symbolique mariale liée à l'évolution de l'image du Christ, au développement du culte lié au développement du culte de Marie et à laquelle le verset suivant se rattache du Cantique des Cantiques 2.2. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias, ainsi que de nombreuses parties des Écritures et les pères de l'Église où le lys est présenté comme symbole de pureté, de virginité et de chasteté. Dans l'iconographie, le lys devient attribut favori de la Vierge Marie et le restera jusqu'au XVIe siècle. Mais au moins, on va avoir tous les détails. Je trouve ça intéressant dans ce sens où c'est peut-être un petit peu endormant, mais j'aime bien qu'on regarde tous les aspects, toutes les explications concernant la fleur de lys. L'origine des fleurs de lys adoptées comme emblème héraldique par les rois de France est un problème qui a suscité de nombreuses discussions de France.
à partir du milieu du XIVe siècle. Plusieurs ouvrages, principalement destinés à légitimer les Valois, ont été publiés. Dès le milieu du XIVe siècle. Okay. Donc, légitimer les prétentions des Valois au trône contre Édouard III d'Angleterre. Explique que le roi de France, entre guillemets, porte les armes des 3 fleurs de lys comme signe de la bienheureuse Trinité envoyée par Dieu par l'intermédiaire de son ange à Clovis, le premier roi chrétien, qui lui demandant d'effacer les 3 croissants qu'il portait sur ses armes et les remplacer par des fleurs de lys. Cette légende réapparaît à la fin du XVe siècle, mais cette fois les prétendues armoiries nées de Clovis avant son baptême ne sont pas d'azur à 3 croissants d'or, mais d'azur à 3 crapauds d'or. Fait significatif à la fin du Moyen Âge, le paganisme de Clovis n'est pas représenté par un symbole musulman, un croissant, mais démoniaque, le crapaud. En tout état de cause, ce n'est qu'au quelque chose. Alors plutôt, peu importe, ce n'est que cette origine légendaire de la fleur de lys a commencé à être critiquée à être soumise à la critique des érudits. La célèbre Sévole de Sainte-Marthe semble être le premier à affirmer que la fleur de lys n'est apparue sur l'écu que sous Philippe Auguste, 1180 à 1223, ou Louis VIII, 1223 à 1226. Cependant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les auteurs ont continué à professer les opinions les plus fantaisistes sur le sujet. Aujourd'hui, l'opinion de Sainte-Marthe ne peut plus être démentie. On sait qu'il n'y a pas d'armoirie avant 1130-1140 et le roi de France n'a pas été le premier à adopter un blason. Les travaux de H. Pinotto depuis 30 ans ont apporté un éclairage définitif sur le sujet. Si nous n'avons aucun témoignage iconographique du blason d'azur semé de fleurs de lys, ni par un roi de France avant Louis VIII sur un vitrail de Chartres de 1230 à Chartres. Ok. Louis VIII a bien porté le manteau avant de devenir roi, sur un sceau de 1211. Plusieurs chroniqueurs contemporains de Philippe Auguste ont rapporté qu'il utilisait une bannière avec ses armoiries et son sceau montre dès 1180 qu'il utilisait une fleur de lys comme emblème. Un exemple d'un fonctionnaire du domaine royal portant le blason sur son sceau de 1207 et d'un cousin du roi Courtenay d'un écu de France antique sur un sceau de 1210. Il pourrait même avoir été adopté par Louis VII, 1154 à 1180. Les sceaux de Philippe Auguste ont clairement une fleur de lys sur le revers à partir de 1180. Auparavant, à partir de 1050 au moins, les sceaux des rois de France
les montre assis, tenant un cep dans la main gauche, ce qui ressemble à une fleur de lys. Dans la main tenant un cep dans la main gauche et ce qui ressemble à une fleur de lys dans la main droite. La tête du cep est un losange, mais souvent les fleurons de la couronne, au nombre de 3, ressemblent, dis-je, à des fleurs de lys. Reste à savoir pourquoi le roi de France a adopté le fleur de lys comme emblème alors que tous les autres souverains d'Europe ont choisi des animaux. La raison semble double. D'une part, cette fleur a toujours conservé son rôle d'attribut de la souveraineté. C'est à ce titre qu'elle figure sur plusieurs attributs royaux, carolingiens et ottoniens sur le cep des rois capétiens depuis Robert 996 à 1031 au revers des pièces de Louis VI, début du XIIe siècle, et même sur les monnaies de la France, XIIe siècle. Et même sur les pièces de Lothaire, 954 à 986. D'autre part, la fleur a acquis une forte signification religieuse, soit christique, soit maritale. C'est probablement sous l'influence de Saint Bernard et de Suger, S-U-G-E-R, je sais pas, que Louis VII, qui fut avec Saint Louis, le plus pieux des rois de France, adopta cet emblème qui symbolisait à la fois la couronne royale et la couronne d'honneur. Emblème qui symbolise à la fois la dignité royale et la piété chrétienne de sa personne et de sa lignée. Entre parenthèses, discussion sur d'autres familles portant la fleur de lys sur leur manteau. Le dessin de la fleur de lys a toujours été relativement stable. Depuis le XIIIe siècle, le vocabulaire radique utilise des adjectifs ou des phrases pour préciser le dessin lorsqu'il s'écarte du dessin habituel. La variante la plus ancienne est la fleur de lys au pied nourri, c'est-à-dire sans la partie inférieure. Tout ce qui se trouve sous la barre horizontale était apparemment coupé. Le vieux français appelle également cette fleur de lys en lonque ou à pied coupé. Parfois, la partie inférieure est représentée, mais sous une forme triangulaire. Elle est alors appelée au pied posé. Ces deux variantes apparaissent dans le nord de la France et aux Pays-Bas de la France. Okay. Dans le nord de la France et aux Pays-Bas. Vers le milieu du XIIIe siècle, certains sceaux représentent la fleur de lys de façon plus naturaliste. Elle a des étamines entre les pétales et les pétales se terminent par des arabesques, comme si l'on cherchait à évoquer le dernier stade de la floraison. Une telle fleur est appelée épanouie ou florencée, celle de Florence étant l'exemple le plus célèbre. L'île porte Lille porte également la fleur de lys épanouie. Woodward sur la fleur de lys. J'ai hâte que ça finisse, je commence à être fatiguée. On y arrive. Donc, Woodward sur la fleur de lys. On est rendu à 34 minutes. De plus, les motifs floraux utilisés en héraldique, le plus célèbre est la fleur de lys, aujourd'hui généralement identifiée à l'iris. Son caractère floral a été totalement nié par certains écrivains qui l'originent à la tête d'une lance, d'un cep, d'un fleuron d'architecture, d'une grenouille, d'une abeille, dis-je, d'un monogramme sacré, etc., trouvera toutes les
suggestion énoncée et réfutée par l'excellent ouvrage de M. Ray, en anglais, là. M. Ray, ah oui, c'est en français, d'accord. Histoire du drapeau, Paris, 1837. Et ne peut manquer de s'étonner de la prodigalité de ces objets, de l'histoire de l'art et sur le sujet. Il est à première vue si difficile d'expliquer la raison pour laquelle, alors que d'autres de l'histoire de l'art l'aigle, etc., les souverains de France aient préféré l'humble fleur de lys. Si on compare avec l'aigle, par exemple. OK. Aient préféré l'humble fleur d'iris. Apparemment si humble que nous ne sommes pas surpris de trouver la tradition qui veut qu'elle ait été apportée du ciel par un ange à Clovis, roi de France, à l'occasion de son baptême, comme une marque de la part de la Sainte Vierge dont le lys a toujours été symbole particulier. Le lys a toujours... OK. Il est toutefois quelque peu surprenant de constater que les évêques français de Trente, lorsqu'ils se disputaient la préséance de leur souverain, ont fortifié leurs revendications en alléguant, dis-je, que le roi de France avait reçu la fleur de lys directement du ciel. Gallorum regem, c'est en latin, je répète. Gallorum regem optum esse et lilia divinitus accepis. L'explication la plus probable de l'origine de la fleur de lys en tant qu'emblème des rois de France est celle avancée par M. Ray, qui a reçu l'approbation de M. Planche, entre guillemets, que la fleur de lys, ou fleur de lys, fleur de lys, c'est important à retenir, lys, qui vient de lux, qui vient de Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière, lus, n'était qu'un rebut signifiant fleur de Louis. Jusqu'à l'époque de Louis VII, les rois de ce nom, identique à celui de Clovis, s'appelaient et se signaient Loi ou Loys. Mais après que le nom soit fixé dans sa forme actuelle, Loys a été de l'époque. Elle était la signature des rois de France jusqu'à l'époque de Louis XIII, 1610 à 1643. Loys ou Louis VII a reçu de son père le nom de famille Florus. Les monnaies de Louis VI, tandis que j'y pense, pourquoi est-ce que je prends que je prononce le latin, c'est parce que je sais que je suis très proche de la prononciation. Parce que quand tu sais parler le français, bien, tu sais généralement bien prononcer le latin, quoique il peut y avoir quelques petites misprononciations. Les monnaies de Louis VI et Louis VII sont les plus anciennes sur lesquelles apparaît la fleur de lys. Mais elle apparaît également à cette époque sur les pièces de Florence, ville qui a frappé la monnaie de plusieurs souverains européens, d'où le nom de florin est dérivé. M. Ray, au vu de ces faits, s'interroge, citation, ne peut-on pas dire que la coïncidence du nom de famille Florus avec le nom de Loys ou lys, de tous ces noms et prénoms, a donné lieu à la formation du nom de notre illustre emblème.
aimerait faire remonter la fleur de lys en tant qu'ornement artistique à des époques très avant qu'elle ne soit adoptée comme motif d'armoirie. Il est sur une pièce d'Adrien. La Gaule est personnifiée par une femme portant à la main un lys. Portant dans sa main un lys. La légende est Restituti Gallia. Sur une médaille de Galba, la fleur de lys comme la tête d'un sceptre. Montfaucon donne un exemple d'un diptyque. Diptyque en anglais, espérant que c'est le bon mot français. Sinon, je vais le mettre dans la description de la vidéo. D'un diptyque antique ou la couronne de l'impératrice Placidia, fille de l'empereur Théodose le Grand, morte en 450, est ornée d'une fleur de lys. Ces exemples, ainsi qu'une multitude d'autres exemples anciens, sont présentés dans des planches de M. Ray, à l'ouvrage duquel je renvoie à nouveau le lecteur curieux. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, le sceptre porté par le prince était très tôt orné d'un emblème de flore, variant dans les détails, mais présentant une ressemblance générale à la fleur de lys de l'époque postérieure. Les sceaux des empereurs Henri Ier, mort en 1024, et Conrad II, mort en 1039, sont les premières illustrations de cette coutume. Voir Glaffé, spécimen d'Edadem, Sigillorum, Leipzig, 1749. Ça, c'est en allemand, je ne vais pas le lire. Francfort sur le Main, 1851. En France, le germe de la fleur de lys armoriée remonte aux fleurons qui ornent les sceptres de couronne d'Henri Ier, de Philippe Ier et de Louis VI, du 11 à 12e siècle. Un sigle de Louis VII porte une fleur de lys de Florence, mais la charge prend d'abord une forme héraldique de Philippe Auguste, mort en 1223, dont le grand sceau le représente, couronné d'une couronne ouverte de fleurons, tenant dans sa main droite une fleur de lys. Plusieurs de ses successeurs sont de la main gauche, un cèpe surmonté d'un losange chargé de même emblème. Sur son contresceau est gravée dans une ovale une fleur de lys, entièrement de la forme héraldique. M. Demey, dans son livre cité dans les pages précédentes, fait de l'analogie qui existe entre les fleurons tenus à la main ou surmontant le sceptre, aussi bien qu'ornant la couronne. Aux effigies de la Sainte Vierge représentées sur le sceau du chapitre de Notre-Dame à Paris en 1146 et sur celui de l'abbaye de Fareux-Moutier en 1197 avec celle née par Saint-Louis en 1226. En 1197 avec celle née par Saint-Louis en 1226. On se répète. À l'occasion du couronnement de son fils Philippe de son vivant, le roi Louis VII régla les détails de la cérémonie et prescrit entre autres que le prince porte ses chaussures en soie couleur bleu azur semée de mou endroits de fleurs de lys d'or, puis aussi sa dalmatique de même couleur et œuvre. Gourdon de Genouillac
l'art héraldique, page 224. La légende de Clovis. Et j'espère que ça se termine parce que je suis fatiguée. C'est du sport. Je citerai la légende amusante selon laquelle Clovis, en allant combattre le roi d'Aquitaine, Alaric, et le vainquit à Vouille, près de Poitiers, en 507, chercha en vain un gué pour franchir une rivière. Lorsqu'une biche, effrayée par les soldats, sauta de l'autre côté de la rivière en empruntant un gué qu'elle seule connaissait. Toute l'armée suivit alors. Sur les berges des iris sauvages jaunes poussaient en abondance. Clovis descendit de cheval, en cueillit un et le plaça sur son casque en guise de symbole de sa future victoire. Par la suite, les rois de France utilisèrent la fleur de lys comme emblème. L'histoire est bien sûr fantaisiste mais sympathique. Elle rappelle un peu la manière dont Attila s'est frayé un chemin vers l'Europe. Des fleurs de Henri Correvon, Fleurs des eaux et des marais, Neuchâtel, Suisse, 1961, édition de la Chaux et Niestle. Citation. Parlons maintenant de l'Iris dont il existe des espèces aquatiques très intéressantes. La plante des marais par excellence, du moins dans nos régions. L'iris des eaux, Iris pseudoacorus, dont les grandes fleurs jaunes vives s'épanouissent de juin à septembre dans toute l'Europe, l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord. Il poursuit en racontant l'histoire de Clovis passant de la rivière Aguet que j'ai racontée précédemment et conclut. Le drapeau des rois de France représentait alors 3 de ces iris, de ces fleurs d'iris. En Angleterre, cette fleur est connue sous le nom de flag flower. Séparée à la naissance, une fleur de lys est un iris, tous deux repérés à Florence, en Italie. Lys et iris en français. La première utilisation du mot iris en français se trouve dans les manuscrits du XIIIe siècle, le livre des médecines simples, où l'on peut lire iris. Dans un manuscrit du XIIIe siècle, le livre des médecines simples, on se répète. On peut lire iris porte rose. Oh boy. Iris, je sais pas c'est en quelle langue. Iris porte rouge, fluor et iréose blanche. Ah, c'est en vieux français. Voilà. Le mot existait auparavant pour désigner prisme ou roche à travers laquelle la lumière se diffracte en arc-en-ciel. Ici, l'étymologie est claire. Iris porte rouge, flore et iréose blanche. Iris messagère des dieux. Je ne sais pas comment il en est venu à désigner la plante, je l'ignore. Référence Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, volume 10, Cross Reprints, 1969. La première occurrence du mot lys, pluriel un lille, non attesté, issu du latin lille, lilium, se situe vers 1150 pour désigner la fleur. Le mot est souvent utilisé comme métonymie de la fleur de lys et dans de nombreuses métaphores de la blancheur, de la pureté, de la beauté. Par exemple, dans Érec et Énéide de Chrétien de Troyes, vers 1170. Ça, c'est encore du vieux français. Oh!
Je vais m'arrêter. C'est suicidaire de parler comme ça. Bon! C'est sûr que je massacre le vieux français. Front et visage pâle et blanc plus que la fleur de lys. Exemple tiré de Tobler, Loma. Ça, c'est en allemand. On va laisser faire. Merci. Le mot fleur de lys est également utilisé comme métaphore de la Vierge Marie. 1223. Première utilisation claire du mot fleur de lys dans son acceptation héraldique lisse se trouve en 1225 chez Durmart le Gaulois, bien que le mot fleur de lys ait été utilisé pour la première fois en 1225. Source Victor Gay, glossaire archéologique du Moyen Âge, volume 1, Paris, 1887, affirme que le mot est utilisé dans une ordonnance de Louis XII, 1137 à 1180, sans donner la référence. Ce qui n'est pas très pratique, bien entendu. Ce qui est vraiment étrange, c'est que le lys était une métaphore constante de la blancheur et qu'il deviendrait une charge d'or. Comme nous l'avons déjà mentionné, les lys sont généralement blancs et non jaunes. Les lys et les iris en anglais. Qu'en est-il de la langue anglaise? Ce qui suit est une édition des entrées de L' et O2. L' O-E-D. Il apparaît que, là je vais le dire en anglais parce qu'on parle de la langue anglaise. In English, the iris was often called fleur de lys ou flower of luce. Luce. Since the 16th century, fleur de lys to designate the heraldic charge appears as early as 1400. The yellow iris, or common British species, Iris pseudacorus, is also called yellow flag. Alors, bon, maintenant, je vais le terminer puis je vais le traduire. What to make of it? The late date for the use of fleur de lys in English is to designate the flower makes me suspect that here the charge came first and the name was applied to the flower because of the formal resemblance. Donc, qu'en est-il de la langue anglaise? Ce qui suit est une édition des entrées de L'-O-E-D. Il apparaît que, en anglais, l'iris étant souvent appelé fleur de lys ou fleur de lait. Non, pas fleur de lait, fleur de luce. L-U-C-E, qui vient de Lucifer. Luce. Ou lux, L-U-X. Depuis le 16e siècle. La fleur de lys, pour désigner la charge héraldique, apparaît dès 1400. L'iris jaune ou espèce commune britannique Iris pseudacorus est aussi appelé yellow flag. Que faut-il en penser? La date tardive de l'utilisation de la fleur de lys en anglais pour désigner la fleur me fait soupçonner que, dans ce cas, l'accusation est venue en premier et que le nom a été The Charge. Je sais pas, The Charge, je sais pas comment le traduire. Est venu en premier et que le nom a été appliqué à la fleur en raison de la ressemblance formelle. Alors voilà, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Ça fait maintenant 54 minutes que ça dure. J'ai un peu mon voyage. En te remerciant de ton écoute parce que je mange un repas par jour. Voilà. Bon, ben, je viens de réaliser que j'ai oublié un bout. Fait que j'ai plus le goût de traduire. Je vais tout simplement lire de l'anglais directement. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et puis, ça se peut que je fasse simplement la traduction dans la description de la vidéo.
ou de mettre tout simplement des CC en français, des closed captions en français. The Yellow Flag Hypothesis. In his dictionary, Fleur de Lys, Furetière mentions an hypothesis put forth by Godefridus Encenius, a Flemish Jesuit priest. 1601 to 81, he claims that the Fleur de Lys represents the yellow flag, Eris pseudacorus, and mentions that the name of that flower in German is, I won't pronounce it, je vais l'appeler Liskblume. That's how Furetière writes it. It took me a while to figure out what he meant. That he meant Liskblume. As it turns out, according to the Brockhaus Encyclopedia, the word Lish, as found as Lish and Lys, designates a number of plants of the red REED family and also red REED shaped plants, like among others the Galbi. This is in German, I won't read it. Now, lily is lily. SAHWERT, LILIE is iris. And Gelb, SCHWERTLILIE, yellow iris, literally, is the Iris pseudacorus, the native wild iris of Europe. In Grimm's Durch whatever in German, Leipzig, 1895, volume 7. LIESCH is said to have appeared in many forms in the Middle Ages and in dialects. Lish, Lush, Lys, Liez, Yez, Liez, and Lise. The last two in NIEDERHEINISCH. Lower Rhine dialect, I presume. Also Grimm translate LISCHBLUME as Flos iris, Flos gladioli. So, LISCHBLUME is iris flower, and the LIESCH is one of the names of the yellow flag. Pseudacorus. Moreover, LIESCH was variously written as Lys, Lies, Liez, Lies, and Lies. That's enough for me to believe that in pre-heraldic times, say 10th to 11th century, a confusion could have arisen in the north of France between LIESCHBLUME, translated as Fleur de Lys, and the iris flower. Other interesting details. According to Brockhaus, the lilium of Old Testament is none other than the Iris pseudacorus. Indeed, the Iris pseudacorus, as the lily, was the emblem of Mary, and Brockhaus cites Dürer and Hugo van der Goes. Another name for the yellow flag in French is flambe, or in some dialects, flamme. The word comes from flamma or flammula. There is a 14th citation in Godefroy. Oh boy, this is in Old French. Et la fleur, et la flamme que la fleur blanche, H. de Mandeville, litré 16. Flambé, nom donné à l'iris germanica et à l'iris des marais. Iris pseudacorus, dite aussi flamme dans quelques provinces.
name given to Germanica, which is blue, and to the yellow flag, also called flame in some provinces. This makes it quite interesting because the French flag, or banner of the Middle Age, the Oriflamme, Aurea Flammula, can become the golden fleur de lis. Nice pun. Thank you for listening. And I will put the name. There is another link concerning the Oriflamme that I won't translate for now, but I will put it in the video description.